Eh bien, rebonsoir et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes mercredi, toujours le 14 décembre 2022, et je poursuis mes, mes, mes analyses naïves à partir de cet ouvrage, L'espoir maintenant. C'est les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy en 1980. Alors, Euh, voilà. Donc, cette, euh, ces discussions sont en lien avec le site sur lequel je défends la théorie positiviste, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin, voilà, une théorie selon laquelle l'humanité serait destinée à atteindre son ultime perfection. Donc, nous avançons là, nous y allons sans nous en rendre compte. Évidemment, l'évolution de l'humanité, elle est à un autre rythme que l'évolution d'un homme, donc on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Notre vie est cerclée sur une centaine d'années, voilà, pour les plus chanceux d'entre nous. Euh, et l'humanité, c'est sur des centaines de milliers d'années. Donc c'est autre chose. Mais selon moi, nous arrivons vers la fin de notre évolution. La fin, évidemment, il reste encore du chemin à faire. On le voit quand on voit un petit peu le temps que prend la société humaine pour résoudre des problèmes immédiats qu'un homme résoudrait en quelques années. Il lui faut quelques décennies, par exemple, pour les problèmes que nous avons engendrés au niveau climatique. Il faudra quelques décennies encore, peut-être 3, 4, 5 décennies, pour parvenir à rééquilibrer les choses, à trouver, à ce que les énergies renouvelables soient prioritaires, soient plus importantes que les autres, etc. Bon, bref. Et il faudra peut-être une centaine d'années pour sortir complètement de toutes les énergies fossiles, euh, pour accéder aux énergies propres, tirer du vent, du soleil, voilà, de la mer, des choses comme ça. Mais on y arrivera. Et on est, selon moi, on n'est pas loin du but, à peut-être quelques centaines d'années. Voilà. Et l'intérêt maintenant, c'est de cette évolution que nous avons fait jusqu'à présent de façon intuitive, inconsciente, sans nous en rendre compte, mais on l'a réalisé dans ce sens-là. Voilà, on a évolué vers cette perfection sans le savoir. Et maintenant, il est peut-être temps d'évoluer vers cette perfection en le sachant. Alors cette perfection, c'est ce- voilà, j'ai fait évoluer un petit peu ma façon de parler des choses. Euh, cette, euh, cette évolution, à mon sens, euh, la, c'est la, bon, ben j'ai peut-être pas raison de garder ce truc-là. Bon, bref, c'est pas grave. C'est, on va dire maintenant pour plus de clarté. Pour moi, c'est une perfection spirituelle. C'est la fusion de l'humanité dans ce qu'on appelle le divin. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, dans le principe créateur, ce qui a créé cet univers et qui est à l'origine de l'univers. Donc, ça serait ça. Mais dans un premier temps, on va dire que l'humanité évolue vers la paix universelle, vers la fraternité. Et c'est là où on rejoint cet ouvrage et la lecture que je vais reprendre de ces dialogues entre Béni Lévy et Jean-Paul Sartre.
Donc, je suis arrivé au niveau 11, l'unité par le soulèvement. Donc là, Sartre est en train de réaliser que, avec Béni Lévy, que par la violence n'amène pas à la fraternité, en somme. Et pourtant, c'est la fraternité qui est recherchée. Mais et la violence, elle était soutenue dans les années de décolonisation. Elle a été soutenue par Sartre. Et donc là, à la fin de son existence, il est en train de réaliser que cette violence, elle n'était pas justifiée et qu'on ne pouvait pas, en tant que philosophe, la soutenir comme ça. Donc, je reprends. Notre problème aujourd'hui est simple. C'est l'unité, le 11, chapitre 11, l'unité par le soulèvement. Notre problème aujourd'hui est simple. Si l'idée de la révolution s'identifie à l'idée du terrorisme, alors si l'idée de la révolution s'identifie à l'idée du terrorisme, elle est foutue. Et évidemment, ça, voilà, on a compris, on ne peut pas soutenir, surtout dans un monde qui est globalement qui est devenu globalement démocratique, on ne peut pas soutenir euh, la violence pour réussir à, à, à amener l'humanité à la fraternité. C'est ce que voulait le communisme. C'était un petit peu la révolution permanente pour amener l'humanité dans sa totalité à la perfection. Alors, l'humanité, elle a son rythme. On ne peut pas l'accélérer, ce rythme-là. Donc, on peut ouvrir progressivement la conscience humaine à cette idée de fraternité, par exemple, à cette idée de finalité, à cette idée que l'humanité est un seul corps, que nous appartenons tous à l'humanité, que tout être humain qui apparaît sur cette humanité est un frère avec l'ensemble de l'humanité, que tout être humain doit être choyé, protégé, etc. dans cette humanité. Et donc, il est légitime d'évoluer vers un salaire universel, vers le fait que partout sur cette planète, il y ait des soins pour chaque être humain qui est là, etc. Que tout le monde accède à l'école, que tout le monde accède au minimum, à avoir un toit, une maison, etc. Toutes ces choses-là qui rentrent dans le cadre tout à fait de cette évolution vers la fraternité. Et il est bien de lutter pour ça. Il est bien de s'engager dans des luttes pour ça. Et il est bien, toutes les luttes non violentes, comme on voit par exemple des jeunes actuellement qui luttent contre le réchauffement climatique, pour l'accélération de notre évolution vers une autre façon de vivre, de consommer, etc., etc. Cette lutte, elle est en train de se faire tout doucement, un peu partout sur la planète. Des êtres humains commencent à, voilà, sans violence. Donc, il y a une compréhension du fait qu'on doit passer maintenant par un système non violent. Donc, c'est bien, ça commence à être bien compris. Mais à l'époque, évidemment, Sartre était presque légitime. Il avait à combattre la guerre du Vietnam, à combattre la guerre en Indochine, à combattre le colonialisme, etc., etc. Et en même temps, Béni Lévy ne lui fait pas de cadeau et le remet toujours devant ce truc-là. Alors voilà. Donc, si l'idée de la révolution s'identifie à l'idée terroriste, elle est foutue, dit Béni Lévy à l'époque, en 1980. Donc, pour redonner un sens, si possible, à l'idée de la révolution, il faut en finir avec la fraternité-terreur, qui était le principe de
de la guerre de libération ou du communisme, en fait, dans cette chose-là. Bien sûr, on peut choisir d'abandonner toute idée de révolution. On peut la prendre pour une illusion lyrique bien coûteuse. À cela, deux objections. La première, de fait, il y a des soulèvements. La deuxième objection touche à la légitimité du soulèvement. Elle procède de ce que nous appelions le désir de société. Contre l'illusion, pas lyrique du tout celle-là, que l'unité humaine est réalisée dans l'état social actuel. Le soulèvement pose la vraie question profonde, celle de l'unification. L'unité de l'entreprise humaine est à faire. Le soulèvement, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'est pas inutile. C'est pas quelque chose de le soulèvement populaire, sans violence, hein, il est légitime contre quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas assez vite, ou voilà, la grève, les manifestations, etc. Tout ça, c'est tout ce qui est légitime en démocratie. C'est pas pour rien que c'est légitime en démocratie, doit pouvoir être réalisé. Et là, les gouvernements ont la charge de ne pas frelater ce genre de choses, de ne pas maltraiter les soulèvements non violents, de ne pas manipuler le système pour empêcher la critique, la révolte de se produire, etc. Donc ça, chaque parti a son chemin à faire. La révolte doit se faire à travers la non-violence, donc doit gérer la violence, chose qui n'est pas forcément faite et qui n'est pas forcément facile d'ailleurs, mais enfin, donc ça veut dire qu'il faut d'une certaine façon qu'elle soit structurée, etc., qu'elle soit organisée, qu'elle soit pensée comme non-violente. Et d'un autre côté, l'État doit jouer le jeu d'entendre ce que veut dire la révolte. Quel est le sens de la révolte? Pourquoi le peuple est en colère? Qu'est-ce qu'il réclame? Et c'est pas pour rien que le peuple est en colère de partout. Là, on s'en rend compte. Même si, à des moments après la colère qui a été neutralisée, en somme, un peu partout, mais elle a eu lieu en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Elle a lieu partout. Elle a lieu dans les pays africains, elle a lieu... Voilà, donc cette colère, elle doit à tout prix être entendue par le peuple et par l'humanité globalement en même temps. Parce que c'est une colère globale. Quoi qu'il arrive, ce type de colère, la colère, le désir de changement de système, d'évolution de l'humanité, d'évolution vers la fraternité, etc., vers le partage, vers l'égalité, vers le respect de chaque individu, etc., il est en marche. Il se fédérera sur la planète, c'est clair. Il est en train de doucement se fédérer. Il se fédérera, même si ça prend 10, 20, 30, 40 ans, peu importe. Mais il y aura un moment où le peuple de la Terre, le peuple humain, aura le pouvoir non violent sur son destin. Et donc obligera les dominants à devenir réellement démocratiques, c'est-à-dire à avoir conscient à l'esprit que c'est le peuple qui est souverain. Et donc se mettre au service du peuple et non pas au service des oligarchies, des aristocraties, des bourgeoisies, des élites, de qui que ce soit qui ne correspond pas à l'ensemble du peuple. Voilà. Donc, je continue, je reprends la truc. Benny Lévy continue. Si Kant a raison de ramener l'idée d'une communauté éthique à l'idéal d'une totalité des hommes, je ne savais pas que Kant avait cette idée-là. Parce que ça, c'est que Kant a, de toute manière,
Kant, Rousseau, Spinoza, Hegel, etc., ont compris. Et je pense que la philosophie allemande a cet avantage de penser l'universel, à mon sens, hein, mais je ne connais pas assez la philosophie pour penser ça, mais je crois que Kant a compris ce fondement universel-là. Et donc voilà, et il pense que la communauté éthique, que l'éthique doit être pour l'ensemble de l'humanité. Il a pensé l'ensemble de l'humanité. Et maintenant, la façon dont on doit penser, on doit hisser notre esprit à l'humanité tout entière. On appartient à un pays, etc. Mais les autres appartenances doivent devenir plus ou moins folkloriques, c'est-à-dire doivent perdre de la résistance par rapport à l'appartenance universelle, pour qu'on puisse se défendre tous fraternellement, qu'on puisse défendre fraternellement ceux qui souffrent en Inde, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, etc. Pour aider le monde comme ça, pour aider nos frères humains dans cette direction. C'est nécessaire de se hisser à ce niveau-là. Alors donc, éthique à l'idéal d'une totalité des hommes. Alors, le soulèvement est un rappel à l'ordre éthique. Les oubliés se font entendre. Jean-Paul Sartre lui dit, développe ta pensée. Béni Lévy, je me demande s'il ne faudrait pas penser le travail du soulèvement en distinguant par l'analyse plusieurs éléments ou moments. L'idée de soulèvement. Alors, il y a toujours un côté un petit peu violent d'une certaine façon, c'est ça. C'était soit pour arriver à la fraternité, ce qui est préconisé, le soulèvement, la lutte, la révolte, la révolution, la violence, etc. Le travail du soulèvement, alors, ça sera à réfléchir, cette idée. Pourquoi il pense en termes de soulèvement. Mais bon, c'est à entendre en tout cas. Moi, je pense que c'est la conscience. Et je pense que ces jeunes-là qui sont en train qui font des actes un peu complètement, qu'on peut y prendre un peu, qui révoltent un petit peu le peuple, mais qui le révolte beaucoup moins en définitive, qui le révolte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la violence, ça c'est sûr, qui le révolte beaucoup moins que la révolte qui pourrait faire, je ne sais pas quoi, qui pourrait embêter vraiment le public, bloquer les rues, les choses comme ça, bien qu'il y en a qui font ça, mais par exemple ces actes dans les musées, etc. C'est clair que ça donne du sens. Alors, c'est à double tranchant parce que il ne faut pas qu'on puisse dégrader l'idée de l'importance de l'art, parce que l'art, c'est l'avant-garde. C'est les révolutionnaires, justement non violents, et qui veulent tirer l'humanité, qui tirent l'humanité depuis X temps, depuis des millénaires, tirent l'humanité vers le haut, qui luttent contre les systèmes établis, etc. Donc il ne faudrait pas que ça dégrade l'image de l'art, la destinée de l'art, l'importance de l'art dans l'esprit global de l'humanité. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions pour ces jeunes pour se faire entendre. Mais en définitive, ce qu'ils disent, c'est que, voilà, c'est pas... la planète, notre vie, à nous, jeunes, qui arrivons, aux générations qui arrivent, c'est plus important malgré tout qu'une œuvre d'art qui vaut 300 millions d'euros. Voilà. Et que il va falloir songer à s'intéresser aux humains avant
sans se désintéresser de l'art. L'art, il est important, il est là, mais il faut s'intéresser aux humains. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se demander. Alors, le travail du soulèvement en distinguant par l'analyse plusieurs éléments ou moments. La fraternité apparaît d'abord au terme d'une longue maturation. L'événement consiste dans la naissance d'une relation vécue comme humaine. Évidemment, ça viendra avec une longue maturation, mais on y travaille tous les jours, les êtres humains y travaillent. Il n'y a pas, voilà, on travaille à ça sans le savoir. Donc la seule chose, c'est de monter ça dans notre conscience, de le faire monter dans notre conscience. On peut penser, bien sûr, à ce que nous avons tous appris du 14 juillet. Mais plus près de nous, Foucault disait avoir comme vu la volonté générale dans les rues de Téhéran. À ce moment, l'usage de certaines formes violentes s'apparente à une opération comme la césarienne. Il s'agit de la levée d'un obstacle à la naissance. Dire que l'événement de la fraternité se soutient essentiellement du recours à la violence signifierait en quelque sorte que pour que naisse l'enfant, il faut non pas la conjonction d'un homme et d'une femme et la maturation de l'embryon, mais que ce qui compte essentiellement, c'est l'opération au forceps. Voilà, je pense pas. Alors, la révolution dont il parle, je pense, dont Foucault parlait, c'était la révolution de l'ayatollah contre le Shah d'Iran. Mais le Shah d'Iran donnait une sorte de dictature. Il y avait, c'était pas une démocratie. Donc la violence là, elle ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Et peut-être comme actuellement, la violence ne peut pas ne pas avoir lieu avec le nouveau régime iranien si ce régime n'entend pas le peuple et continue d'opprimer son peuple. S'il opprime son peuple, c'est la révolte qui gagnera, comme elle a gagné ailleurs, même si derrière revient un régime que ça sème du chaos ou quoi que ce soit, derrière, ce qui finira par s'imposer avec le temps, ça sera quelque chose de plus évolutif, c'est-à-dire un système démocratique. Quoi qu'il arrive, la démocratie est supérieure. Même les mauvaises démocraties comme l'Occident actuel, même les mauvaises démocraties sont supérieures à toute dictature. Donc voilà, il n'y a pas photo avec ça. Reste, donc il continue, Béni Lévy, reste bien sûr qu'au cours du travail insurrectionnel se produit un déplacement. On l'a vu clairement en 1968. Ce n'est plus la sortie, la naissance qui constitue le sens de l'événement, mais l'affrontement, la déchirure, dans le sens à la fois social et érotique que lui a donné Georges Bataille. Voilà le moment du sacré, de la fraternité-terreur aussi. Et là, je ne pense pas que ça soit non plus juste. C'était un mouvement. Le mouvement 68 était là pour libérer des contraintes morales, des contraintes religieuses, des contraintes politiques qui étaient là. Il y avait un décalage entre l'évolution des mentalités, l'évolution de la conscience. L'humanité, le peuple était monté sur un palier supplémentaire et le système n'allait pas assez vite au niveau de l'évolution. Donc il n'a pas entendu les jérémiades en fait du peuple qui disaient qu'il faut accélérer l'évolution. Et c'est ça qui a donné en fait, ce qui a amené cette idée de violence. Donc Jean-Paul Sartre dit « Tu oublies que l'autre, l'ennemi, agit tout le temps. C'est cela qui provoque la manière dont se présente chacun des deux moments que tu as décrits. » Voilà, et on est encore avec cet ancien, ce vieil état d'esprit. L'autre, c'est l'ennemi. C'est tout ce qu'il va falloir dépasser. On ne peut pas en vouloir à Sartre de penser comme ça, mais c'est tout ce qu'il va falloir dépasser et que l'humanité dépassera quoi qu'il arrive. Il n'y a pas photo, ça sera dépassé. Donc Béni Lévy reprend. Attention au terme provoque.
Dans le premier moment, pour le manifestant, le gendarme mobile ou l'homme de troupe, peu importe, est pratiquement un frère comme les autres. Certes, pour autant qu'il s'identifie à l'obstacle à lever, alors c'est un frère égaré. On ne peut pas le voir vraiment comme un frère. Mais de toute façon, ce qui est essentiel dans l'événement, c'est la formation de cette fraternité. Elle donne l'immense force, la force quasi miraculeuse du soulèvement. À ce moment-là, on observe une absence quasi totale de haine, y compris, je te le répète, à l'égard du soldat. En revanche, effectivement, dans le deuxième moment, dans le moment du sacré, comme c'est la déchirure qui devient l'essentiel, oui, il y a une espèce d'enchaînement de l'insurgé à l'agent qui tire sur lui. D'une certaine manière, l'insurgé a besoin de son adversaire, comme deux lèvres ont besoin l'une de l'autre pour la déchirure. Alors, effectivement, c'est la violence de la répression qui confère l'unité nécessaire aux insurgés, l'unité qui leur permet de faire corps. On ne sait plus bien si on est frère ou si l'on est frère que pour autant qu'on attaque le soldat. Est-ce l'adversaire qui confère l'unité ou bien a-t-on entrepris une unification positive? Les deux choses se confondent désormais. Je n'ai pas besoin de commenter cela. Donc, alors, l'idée que l'unité de l'insurrection se fait grâce à l'affrontement que l'on se constitue en frère contre l'autre, l'ennemi compact va évidemment amener la radicalisation que nous critiquions tout à l'heure, une espèce de machiavélisme de l'insurgé qui va chercher à provoquer l'ennemi pour renforcer le corps des frères insurgés. Voilà, ben c'est ce qui a fait capoter en réalité l'indignation qui s'était soulevée avec les Gilets jaunes et qui, à partir du moment où il y a eu la violence, et c'est quelque chose que tout de suite j'ai condamné, j'ai dit tout de suite sur les réseaux sociaux quand je discutais un petit peu là-dessus, voilà, dès qu'il y a la violence, c'est la fin, ça sera un échec. Voilà, derrière la violence ne gagnera pas, elle ne gagnera pas. En démocratie, elle ne gagnera pas dans le système. Mais cette idée du corps ne témoigne-t-elle pas déjà d'une dégénérescence de l'expérience fraternelle? Il y a des factions qui s'entredéchirent, l'inertie, l'impuissance à résoudre des problèmes longtemps occultés. Alors on utilise l'arme par excellence, la haine de l'autre. Des aristocrates en 1789 ou des Américains en Iran. Voilà, et c'est ça le problème qu'il va falloir dépasser dans la nouvelle façon d'évoluer pour le monde. Il va falloir sortir de l'idée d'avoir un bouc émissaire, parce qu'en fait, c'est juste un bouc émissaire pour catalyser la violence, l'énergie, etc. Et on voit que le bouc émissaire, il a évolué, il évolue, même s'il y a la pérennité du bouc émissaire juif à travers les millénaires qui a été là, mais c'est exactement la même chose avec les aristocrates, avec l'Église à un moment, avec les Tutsis, avec les Hutus, quand ça a été le cas, etc. On est toujours avec ce mécanisme-là. Et ce mécanisme, il va falloir y pencher et s'y pencher sérieusement. En réalité, l'entreprise positive de l'unification est arrêtée et recourir à cette forme d'unité négative produite par l'ancien pouvoir, c'est dissimuler cet arrêt. Voilà le point d'application pervers de la politique révolutionnaire. Alors, c'est bien ce qu'il dit, mais on voit à quel point l'esprit de Jean-Paul Sartre est quand même plus limpide, plus lumineux, plus je ne sais pas comment dire. Donc, Jean-Paul Sartre reprend. Alors, donc, voilà le point d'application pervers de la politique révolutionnaire. Jean-Paul Sartre, qui est un troisième moment. Béni les vous. Oui, à cet égard, le léninisme est exemplaire.
il fait référence à l'expérience positive. C'est le côté jardin. Mais il fonctionne totalement à partir de l'unité négative. Il s'agit pour lui de construire une unité de fer, réplique de celle du pouvoir. Au moment où l'entreprise de l'unification positive s'essouffle, le léninisme est d'une redoutable efficacité. N'avons-nous pas entrevu en 1968 quelque chose d'autre? Qu'il faut penser le rassemblement humain dans l'élément de la vacance du pouvoir politique. Donc, se réunir derrière autre chose que le politique. Parce qu'à l'époque, le politique ne pouvait pas donner c'était trop tendu entre la gauche et entre le capitalisme et le communisme. C'était pas encore, on n'était pas encore sorti de ce modèle. Donc on était encore dans ce côté des extrêmes. Maintenant, on voit que l'humanité cherche une voie centrale au niveau politique. Évidemment, pour lui, à l'époque, il fallait trouver une voie dans la vacance du pouvoir, c'est-à-dire hors du pouvoir, en somme. Qu'est-ce à dire? Donc, dit Benny Lévy. Nier le pouvoir? Certainement pas. Considérer que le pouvoir est le mal absolu et qu'il faut s'en écarter? Absolument pas. Non, la vacance du pouvoir, c'est simplement la connaissance, mais elle est essentielle, que sous le pouvoir, au sens politique du terme, un vide s'est fait. Et oui, et c'est derrière. Il faut garder le pouvoir, mais en dessous, il y a quelque chose qui nous manque. Donc, et le pouvoir, il doit être universel, c'est clair, donc tenir compte des deux côtés, gauche et droite. Mais en dessous, cette vacance, c'est le spirituel qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas donner complètement du sens. Il manque cette dimension-là, à mon sens. Le spirituel, le philosophique, le scientifique, etc., qui doit être en dessous. Que ce pouvoir-là n'est pas fondé, c'est cela la merveilleuse révélation du moment premier du soulèvement. C'est cela qui fait dire aux manifestants « tout est possible ». Et c'est vrai en un sens que tout est possible. Comment faire que cette révélation ne sombre pas dans le délire politique? Peut-être faut-il répondre en ne la mettant pas à l'absolu. Le soulèvement n'est qu'un moment de la longue entreprise de l'unification humaine. Voilà, encore une fois, les choses telles qu'on les sait. Qu'une facette de l'expérience fraternelle de notre rapport à la mère, dirais-tu. Ce n'est qu'une facette de l'expérience fraternelle de notre rapport à la mère, dirais-tu. Alors Jean-Paul Sartre reprend. J'approuve en gros les 3 moments où tu décris la violence dans son apparition. Simplement, je demande une description plus poussée des 2 premiers moments et même du 3e. Mais nous le ferons dans le livre que nous consacrons à une étude de la pensée morale. Donc ils avaient l'intention de travailler à tout ça. C'était très clair dans leur esprit. C'est dommage que Sartre n'ait pas eu le temps d'aller au bout de cela. Pour l'instant, je ne puis qu'approuver sans réserve parce que mes réserves, je les ferai alors. Et là, on arrive à la fin donc de cette discussion. Il reste le numéro 12, et je pense que c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est le juif réel et l'un. On le reprendra dans une autre vidéo. Voilà. Et donc, il y a là, peut-être, c'est là, à mon sens, qu'il y a la clé, c'est dans le judaïsme. Mais le judaïsme est la totalité du spirituel. Le judaïsme, c'est le symbole. Symboliquement, c'est ça. Mais c'est le spirituel dans sa totalité, pas quelque chose qui serait partisan, qui serait communautaire. C'est quelque chose d'universel. Et le judaïsme a cela, dans ses qualités de l'universalité. Et bien au-delà encore de cette universalité qu'elle met en œuvre et qu'elle montre symboliquement depuis des milliers d'années.
Et ça, c'est très important. Et ça sera donc la suite de notre réflexion. Merci et à bientôt. Bon, ben, je vais peut-être voir les dernières minutes de ce match-là. Allez, à bientôt.